Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La magie sous un autre angle, épisode qui inaugure un nouveau concept de vidéo sur la chaîne, le Mag Magique ou Magazine Magique. Ça faisait longtemps que j'avais envie de modifier un peu la forme des vidéos pour me rapprocher un peu plus d'un style magazine de magie où on pourrait aborder à la fois de la théorie, de la pratique, l'histoire de la magie, aussi parler de tours, de livres, etc. dans une même vidéo. Tout en gardant bien sûr l'identité de la chaîne et son ADN, c'est-à-dire aborder tout ça sous un autre angle par rapport à ce qu'on voit généralement sur internet, c'est-à-dire donner plus d'importance à la mise en scène d'un tour de magie, à son ambiance, aux émotions qu'il va procurer, plutôt que sur les trucs employés, qui sont importants bien sûr, mais qui ne sont pas forcément le plus important pour faire naître la magie dans les yeux des spectateurs. Donc j'espère vraiment que ce nouveau concept va vous plaire, vous me direz ça bien sûr dans les commentaires. Et donc on commence tout de suite ce premier numéro du Mag Magie, consacré en grande partie aux différents types de prestidigitation. Depuis le début de la chaîne, on parle régulièrement de close-up, de magie de salon ou de scène, mais on n'a jamais vraiment évoqué l'ensemble des types de magie qui existent et surtout leurs différences. Je pense qu'on peut distinguer 7 types de prestidigitation. Donc, tout d'abord le close-up, ou magie rapprochée en bon français, qui désigne la magie qui s'effectue le plus près possible des spectateurs. Là, le magicien est généralement assis à la même table que les spectateurs, il va effectuer des tours de cartes, de pièces, de petits objets, juste à quelques centimètres d'eux. Le table à table, ou table hopping en anglais, c'est la magie de restaurant. Le magicien, généralement un professionnel, reste debout et passe de table en table pour faire quelques tours de magie aux invités. On va retrouver ici, un peu comme pour le close-up, des tours de cartes, de pièces, d'accessoires du quotidien. Éventuellement un peu de mentalisme aussi, mais c'est pas forcément adapté, parce que le mentalisme, ça nécessite de prendre du temps pour mettre en place une atmosphère, alors que ici, les tours de table à table vont être plutôt courts, pour pas déranger trop longtemps les invités, qui sont quand même à table et parfois en train de manger. Le cocktail, ensuite, c'est un peu comme le table à table, mais debout, parmi les invités, qui eux aussi sont généralement debout. Donc on fera ici des tours qui ne nécessitent pas de table, donc rien à poser, ou alors on demandera éventuellement aux spectateurs de tendre leurs mains pour faire office de table, mais dans ce cas il ne faudra pas que ça dure trop longtemps. Donc c'est une magie un peu contraignante, on ne va pas pouvoir faire n'importe quel tour, mais qui a par contre souvent beaucoup de succès, notamment parce qu'on est dans une ambiance décontractée. La magie de rue, maintenant, alors elle s'apparente au cocktail dans les types de tours qu'on va pouvoir réaliser, dans le sens où on reste debout à proximité du public. Mais cette fois, c'est une magie qui aura une forme un peu plus impromptue, dans le sens où le magicien va aborder des passants dans la rue pour leur proposer des tours de magie. Ce sera donc généralement des tours de cartes, de pièces, d'objets du quotidien, du mentalisme aussi. C'est une magie qui plaît généralement beaucoup au public, parce qu'ils ne s'attendaient pas à avoir ce petit moment de magie en plein milieu de leur journée. Par contre, ça nécessite de faire des tours percutants, qui fonctionnent à coup sûr dans des conditions qui peuvent parfois être un peu difficiles. Il n'y a pas de table, il peut y avoir du vent, des passants qui vous bousculent ou voire même vous insultent. Donc de ce que j'en sais, c'est une magie assez formatrice, notamment quand on veut devenir professionnel. La magie de salon, ensuite, donc là le magicien est un peu plus éloigné du public, quelques mètres la taille d'une pièce environ. Il est généralement debout face aux spectateurs qui eux restent assis, sauf quand ils participent au tour bien sûr, et il va donc effectuer des tours qui doivent être visibles de plus loin que le close-up, donc plutôt des tours de cordes, d'anneaux, parfois des tours de cartes, mais alors dans ce cas-là on privilégiera plutôt des cartes jumbo, dont on a déjà parlé, et puis plus généralement du mentalisme et des moyennes illusions. La magie de scène maintenant, donc là le magicien est sur scène, parfois à plusieurs dizaines de mètres des spectateurs. Ici le public a payé sa place généralement, à moins qu'on soit dans un concours par exemple. On va retrouver ici évidemment les grandes illusions bien sûr, du mentalisme aussi, et puis certains tours qu'on pourrait faire en magie de salon. Ce type de magie nécessite par contre forcément beaucoup plus de moyens, du matériel, des assistants, un décor, etc. Et enfin, la magie filmée. C'est une catégorie de magie qui est assez récente, qui a surtout explosé dans les années 90, bon ok ça fait quand même 30 ans, avec des magiciens comme David Copperfield ou David Blaine. Donc déjà il faut s'appeler David pour pouvoir faire ce genre de magie. Non, plus sérieusement, il s'agit d'une magie qu'on va faire devant des caméras, donc par exemple pour la télévision ou sur les réseaux sociaux. L'utilisation de caméras, ça permet justement de gérer l'angle de vue, pour s'assurer que le truc ne sera pas visible. On peut jouer aussi avec le cadre pour faire sortir des éléments, ajouter du montage, voire même engager des figurants pour accentuer les réactions du public. Donc c'est truqué, vous me direz, parfois oui, mais pas systématiquement. Et puis de toute façon, ça reste de l'illusionnisme, donc c'est forcément truqué.
On retrouvera ici tout type de tour, du close-up à la grande illusion, voire la méga illusion, par exemple pour faire disparaître un bâtiment, un train, un avion. Dans tous les cas, on choisira des tours ultra visuels, pour en mettre plein les yeux. C'est un genre de magie qui se développe énormément de nos jours, parce qu'elle est très accessible, notamment sur les réseaux sociaux et avec les caméras intégrées à nos téléphones. On retrouve d'ailleurs en boutique de plus en plus de tours créés spécifiquement pour ce type de magie-là, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Donc vous l'aurez compris, on peut classer les différents types de magie et de tours selon la distance entre le magicien et le public. Mais forcément, plus le public va être éloigné, plus il faudra du matériel volumineux et coûteux. Donc la magie de scène n'est pas forcément accessible à tout le monde, financièrement parlant déjà, alors que n'importe qui peut faire du close-up, qui nécessite forcément moins de moyens, voire uniquement des objets du quotidien. C'est l'une des raisons pour lesquelles on trouve beaucoup plus de magiciens qui font du close-up que des grandes illusions, notamment parmi les non-professionnels. Le close-up, c'est accessible, quoi. La magie filmée prend énormément d'engouement en ce moment sur les réseaux sociaux. Je pense que les magiciens, qu'ils soient débutants, amateurs ou professionnels, n'ont jamais eu autant de visibilité qu'en ce moment. Alors certains pensent que c'est une mauvaise chose, notamment parce qu'il y a trop de personnes qui divulguent des tours. Moi, je pense au contraire que cet engouement, c'est une très bonne chose pour la magie. Il n'y a jamais eu autant de personnes intéressées par la magie qu'en ce moment, et je suis persuadé que la plupart des grands magiciens de la prochaine génération aura commencé grâce à cette profusion de magie qui déferle sur les réseaux sociaux et qui leur aura donné envie d'en faire. Un peu comme à notre époque avec la télévision en fait, mais à une échelle démultipliée. Alors après, bien sûr, il faut trier. Il y a malheureusement beaucoup de débutants qui se filment alors qu'ils ne maîtrisent pas assez leur tour. Sur les réseaux sociaux, on voit aussi malheureusement beaucoup de faiseurs de tours qui ne font pas vraiment de la magie. La présentation, le baratin, la mise en scène sont complètement négligés, voire inexistants. Donc on voit un effet, c'est chouette, mais il n'y a rien autour. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je ne vois pas vraiment de magie là-dedans. C'est d'ailleurs dû en grande partie à la mode des vidéos très courtes de TikTok, Insta et de YouTube aussi maintenant. Un tour de magie, ça ne peut pas durer une dizaine de secondes, impossible. Un effet magique, ouais, mais un tour complet, non. Donc s'il vous plaît, si vous faites de la magie sur les réseaux sociaux, soignez votre présentation, réfléchissez à une mise en scène, à une ambiance. Racontez une histoire, ne serait-ce qu'en enchaînant plusieurs effets pour finir sur un climax, un effet percutant, surprenant à la fin. En gros, ne filmez pas que l'effet, mais faites un vrai tour de magie, quoi. Pas juste la démonstration d'un truc. Certains y arrivent sur les réseaux sociaux, même dans des vidéos de moins d'une minute par exemple, et franchement ça change tout. Pour continuer sur la magie filmée, Penn Jillette de Penn & Teller a un avis assez tranché sur la question. Pour lui, si un tour de magie ne peut pas être reproduit en conditions réelles devant un vrai public, c'est pas de la magie. Typiquement s'il y a un montage dans la vidéo ou des effets spéciaux. Alors vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Je pars du principe que le montage vidéo, les effets spéciaux, en fait ce sont des trucs comme les autres, comme n'importe quelle technique de manipulation ou accessoire truqué. C'est juste une technique en fait, une méthode possible pour réaliser un effet magique. Par exemple, certains tours de salon ou de scène ne peuvent pas être réalisés en close-up, pour des raisons techniques, parce que le matériel est trop gros, ou parce qu'on verrait peut-être trop le truc si on s'approchait trop, ok. Là c'est un peu pareil, certains tours filmés ne peuvent pas être réalisés en live, ok. Mais l'effet magique, lui, il est bien là. Il a été pensé, il a été construit, réalisé. On s'en fout en fait que ce soit grâce au montage ou à autre chose finalement. Alors c'est sûr que ça peut peut-être sembler un peu facile. Ça rentre d'ailleurs peut-être pas dans la définition stricte de la prestidigitation, mais en attendant, la magie en termes d'émerveillement, d'étonnement, de surprise, elle est bel et bien là. C'est un peu comme s'il disait le magicien utilise un accessoire truqué, donc c'est pas vraiment de la magie. Bon, c'est pas vraiment ce qu'il dit, on est d'accord, je caricature un peu, mais en gros, pourquoi la magie devrait forcément être visible en vrai? Pour moi, la magie et l'art en général peut tout à fait exister sous une forme virtuelle. Bon, disons que c'est sa vision à lui, je le comprends, je comprends ce qu'il veut dire, mais je trouve que c'est un peu réducteur et que ça va à l'encontre de la définition théorique. Je me suis un petit peu égaré, mais je pense qu'il est important quand on pratique un art, une passion comme la nôtre, de toujours avoir un regard critique sur ce qui est fait ou sur ce qui est dit et de s'intéresser surtout aux autres disciplines, même si on ne les pratique pas. Pour finir ce premier épisode du Mag Magique, je vous propose d'aborder quelques points importants à prendre en compte lors de l'achat d'un tapis de close-up. Alors déjà, un tapis de close-up, à quoi ça sert? Sa première fonction, c'est de ne pas salir vos accessoires de magie, vos pièces, vos cartes, quand vous les poserez sur une table. Sa deuxième fonction, visible,
c'est d'apporter une touche de professionnalisme, de sérieux, pour encadrer vos routines. Leur couleur notamment permet de faire ressortir les pièces, les accessoires, et puis ça interpelle le public aussi. Si vous voyez ça posé sur une table, vous pensez tout de suite à de la magie, éventuellement à un jeu de société. En tout cas, vous savez qu'il va se passer quelque chose d'intéressant et d'amusant ici. Ça attire. Mais le tapis peut tout à fait aussi avoir une fonction secrète, cachée, comme par exemple pouvoir masquer des objets ou aider à réaliser certaines techniques de manipulation, notamment grâce à sa couleur, à son épaisseur, à sa mollesse, ou encore à des compartiments secrets. J'en dirai pas plus. Pour bien choisir votre tapis de magie, la première chose à prendre en compte, ça va être forcément votre budget. Il existe de nombreux tapis en boutique de magie à différents prix, de 10 € à 200, peut-être même plus. Donc forcément, plus vous aurez un large budget, plus vous aurez accès à du choix, et notamment aux magnifiques tapis encadrés de bois. Certains ont même un petit tiroir pour pouvoir ranger vos cartes, vos pièces. Mais bon, je ne suis pas sûr que tout le monde puisse s'offrir ces petits bijoux-là. Si vous avez un budget plus restreint, vous trouverez quand même des tapis avec un excellent rapport qualité-prix, comme celui que j'ai ici, dans les 20-30 €. Ce type de tapis est assez épais, ce qui permet de réaliser plus facilement certaines routines, comme par exemple les matrix de pièces, notamment parce que vous voyez, il va suffire d'appuyer sur le coin pour que la pièce se relève, grâce à l'épaisseur et au fait que ce soit un peu mou. Ce qu'on ne pourra pas faire avec des tapis plus fins. La taille va jouer également un rôle important. Vous devez vous demander de quelle taille vous aurez besoin. Donc plus le tapis sera grand, plus vous aurez de la place dessus, mais plus vous aurez aussi besoin de place sur la table. Et aussi pour le transporter. A l'inverse, plus le tapis sera petit, plus il sera facile à trimballer, mais il risque d'être peut-être trop petit pour certains tours. Pour bien choisir la taille, moi je vous conseille de prendre des feuilles d'imprimante ou de feuilles de brouillon, de les placer sur la table, les unes à côté des autres, et d'ajuster leur taille jusqu'à trouver la taille qui vraiment vous convient au mieux. Et ensuite, vous prenez bien sûr les mesures et vous recherchez un tapis dans votre budget le plus proche possible de la taille que vous avez définie. Le tramage du tissu est très important aussi. Il ne faut surtout pas que le tapis soit pelucheux. Sinon, vous allez vous retrouver avec des fibres au milieu de vos cartes et alors là, c'est la catastrophe. Forcément, si vous achetez votre tapis en boutique de magie, logiquement, il n'y aura pas de problème. Par contre, si vous achetez plutôt un tapis de jeu qu'on peut trouver dans des magasins type grande surface ou magasins de jouets, faites bien attention à ça. Hein. La texture du tissu, c'est très important. Il ne faut pas que ça ressemble à de la moquette. Il faut plus que ça ressemble à de la mousse ou à un pantalon en velours, vous voyez. Enfin, dernière petite astuce, si vous avez besoin juste d'un petit tapis d'appoint, simple, fin, uniquement pour vous poser sur un petit coin de table sans transporter un tapis entier, vous pouvez tout simplement prendre un tapis de souris de ce style. Alors non, j'ai pas pété un câble, hein, franchement, pour moins d'1 €, alors on peut en trouver dans les 40 centimes ou 50 centimes suivant les magasins. Donc pour moins d'1 € l'unité, vous allez trouver ce type de tapis dans diverses couleurs. Hein. Vous avez du bleu, du rouge, du noir, même du vert. Donc c'est très adapté pour faire des tours de magie. Il y a un revêtement antidérapant aussi dessous, ce qui permet d'éviter qu'il glisse sur la table. Ça ne peluche pas. Alors bien sûr, hein, c'est très très fin. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, bon, ça ne va pas faire la netteté, mais c'est forcément très très fin. Et puis c'est très petit aussi. Mais disons que dans certaines situations, par exemple quand vous partez en vacances ou pour juste une petite soirée entre amis, vous pouvez apporter ce genre de petit tapis. En plus, vous pouvez l'enrouler, ça se met facilement dans un sac. Et puis, vous verrez que pour pas mal de tours, ça sera largement suffisant. Et puis, ça n'empêche pas, bien sûr, d'acheter un vrai tapis plus grand, plus sérieux pour d'autres occasions. Comme d'habitude, hein, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura permis de voir la magie sous un autre angle. J'espère surtout que ce nouveau format de magazine magique vous plaît. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et en attendant de vous lire ou de vous voir peut-être sur Instagram faire de superbes tours réfléchis et construits, de petites merveilles, je vous donne rendez-vous très bientôt, j'espère, pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.